8, 10, 12, combien de candidats seront cette année sur la ligne de départ pour la présidentielle? C'est la question, c'est même d'ailleurs à la une de nos confrères du Journal du Dimanche aujourd'hui. Fin du suspense, vendredi, le 16 mars, date limite pour le dépôt des 500 signatures. Une simple formalité normalement, mais pour d'autres, le doute est toujours là. Et depuis plusieurs semaines, la question est de savoir notamment si Marine Le Pen sera ou non candidate. Marine Le Pen, bonjour ou rebonjour, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous tout à l'heure. Bonjour. Merci d'être l'invité du 12-13 dimanche. À l'heure qu'il est, vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas tout à fait rassurée d'être candidate. Non, parce qu'il me manque encore une quinzaine de signatures, alors qu'il reste 4 jours ouvrables. Et que le Conseil constitutionnel, qui donne toujours des grandes leçons de transparence à tout le monde, joue pas tellement la transparence, puisque on ne sait pas précisément quels sont le nombre de parrainages qui sont validés. Enfin, tout ça nous rend la tâche effectivement difficile. Donc vous le saurez vendredi? Aujourd'hui, d'être rassuré. Vous le saurez vendredi? Je serai vendredi, ou peut-être avant, je l'espère. Mais de toute façon, je me suis engagé auprès des Français. Dès que je les ai, si je les ai, je leur dirai tout de suite. Et si vous ne les avez pas, même chose, évidemment. On va en reparler évidemment un petit peu plus tard. On va commencer comme tous les dimanches par une image de la semaine qui a d'ailleurs fait polémique. C'est celle de Valérie Trierweiler, compagne de François Hollande, à la une de Paris Match, tous les deux. Est-ce que vous y voyez éventuellement l'image du futur couple présidentiel? Je ne sais pas, c'est aux Français de décider ça. Enfin, on ne choisit pas les gens sur leur bonne mine, permettez-moi. On leur choisit sur le projet qu'ils sont capables d'apporter pour améliorer la situation de la France et des Français. Donc moi, je veux bien que la pipolisation prenne aujourd'hui toute la place, mais on n'est pas là pour élire la plus belle, quoi. On est là pour élire le meilleur projet. Alors les couples prennent quand même de plus en plus de place dans cette campagne. Vous avez vu que par exemple, cette semaine, Nicolas Sarkozy a parlé de son couple, de l'ancien et celui d'aujourd'hui. Est-ce que cette franchise, cette transparence, c'est pas non plus une façon de se rapprocher des Français, tout simplement? Est-ce que c'est une franchise, une transparence, ou est-ce que c'est un moyen de faire pleurer Margot? Bon, ça c'est encore autre chose. Je pense qu'on utilise l'affectif pour essayer de recréer un lien de confiance qui semble être durablement perturbé entre Nicolas Sarkozy et les Français. Et ça, c'est à cause de son bilan politique. Hein. Ça n'a rien à voir avec sa vie privée, je crois. Vous, votre compagnon, Louis Alliot, vous vous affichez pas tellement avec lui. Il a un autre rôle, puisqu'il a un rôle politique au Front National. C'est encore différent, là, non? Oui, nous faisons de la politique ensemble. Voilà, et ça suffit comme information. Alors, Louis Alliot qui a lancé ce fameux mot, ne plus rembourser les IVG, les interruptions volontaires de grossesse, de confort. Vous avez dit, il faudra peut-être réfléchir à ne plus rembourser les IVG qui sont abusives et s'il y a des problèmes de financement. C'est ce que vous avez un peu atténué. Alors, il y a une femme, Ramayad, ancienne ministre, aujourd'hui proche de Jean-Louis Borloo, qui vous pose une question à ce sujet. Bonjour Marine Le Pen. Vous avez dit votre intention de ne plus rembourser les avortements que vous appelez de confort. Ma question est très simple. Comment pouvez-vous appeler avortement de confort ce qui relève d'une souffrance terrible pour les femmes qui ont eu à les subir? Comment, au fond, une femme qui se veut moderne, qui se veut en phase avec son temps, qui veut se différencier des outrances de son père, comment une telle femme peut-elle affirmer que les femmes qui ont recours à l'avortement le font par confort? Marine Le Pen, vous répondez à Ramayad. Madame Ramayad n'a strictement rien compris à ce concept. L'avortement de confort, qui est un terme qui n'est pas de moi, hein, qui est un terme médical, vise les avortements de récidive. C'est-à-dire les femmes, et il y en a plus qu'il y a 10 ans, qui utilisent l'avortement comme un moyen de contraception. Donc on a 2, 3 avortements successifs. Et cela, permettez-moi de vous dire que je ne vois pas la raison pour laquelle on rembourserait ces avortements-là, alors même qu'il y a un tiers des Français qui ne se soignent plus correctement, alors qu'il y a des milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes âgées qui sont obligées de renoncer à des soins parce que les finances publiques ne permettent plus de prendre en charge leurs soins. Au-delà de ça, ça pose la question de l'accès à la contraception, de l'éducation sexuelle aussi des jeunes. Il faut tout remettre à plat de ce point de vue. Mais vous savez, Madame Veil, hein, qui a été à l'origine de la loi sur l'autorisation de l'IVG, elle-même était contre le remboursement d'ailleurs. Et je ne crois pas qu'elle soit d'accord avec l'abus qui est fait aujourd'hui de la loi. Encore une fois, il faut que l'avortement puisse être une solution pour les femmes qui sont en détresse matérielle et psychologique. C'est ce que voulait Simone Veil lorsqu'elle a fait passer cette loi. Elle ne voulait pas que l'avortement soit utilisé, encore une fois, comme une méthode de contraception. Ça la choquait, je pense que ça la choque encore aujourd'hui. Ouais, mais il faut revoir l'éducation sexuelle des jeunes.
Mais ça, c'est le rôle des parents, monsieur, l'éducation sexuelle des enfants, voyez-vous. À l'école, il y a les cours d'anatomie. Voilà. On a eu des cours d'anatomie, et, voilà, et en général, d'ailleurs, c'est un moment important, ces cours d'anatomie. Mais l'éducation sexuelle et ce qui relève des règles que l'on transmet à nos enfants, c'est notre rôle de parents. Et je ne c'est crois pas le rôle de l'école. Et je ne crois pas du tout que ce soit le rôle de l'école. L'école est là pour transmettre le savoir. Ce serait bien qu'elle s'en souvienne, d'ailleurs, parce qu'en matière de transmission du savoir, il y a quand même un certain nombre de soucis. En revanche, c'est bien vous qui avez lancé le débat sur la viande halal. C'est un thème inattendu dans cette campagne, loin des questions d'emploi, de salaire, on en reparlera un peu plus tard. On pourrait appeler ça une opération détournement de campagne, un peu. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans cette affaire de viande halal? Ça, j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est le fait que les animaux soient égorgés ou qu'ils soient tournés vers la Mecque? Non, mais c'est pas le problème. Il y a 4 problèmes fondamentaux dans cette affaire de viande halal. On ment aux Français. On leur cache, le gouvernement leur cache que, semble-t-il, 50% de la viande distribuée dans notre pays est halal alors que les consommateurs ne le savent pas. Ils achètent donc de la viande halal sans le savoir. Ça pose plusieurs autres problèmes. Est-ce que moi, consommateur, j'ai le droit de refuser d'acheter de la viande d'un animal qui n'a pas été étourdi en contravention avec la loi et qu'on a égorgé à vif? Donc là, c'est plutôt les conditions d'abattage. Oui, c'est ça. Ce sont les conditions d'abattage qui sont, encore une fois, qui violent la loi. La loi, c'est l'étourdissement. Voilà. Et moi, je suis pour imposer maintenant la loi, c'est-à-dire l'étourdissement de tous les animaux. Troisièmement, est-ce qu'il n'y a pas une taxe islamique qui est perçue par les mosquées, notamment, sur la viande qui est abattue de manière halal? Est-ce que moi, consommateur, on a le droit de m'imposer de payer une taxe islamique, une taxe religieuse, alors que nous sommes dans un pays où, normalement, c'est la laïcité qui s'impose? Donc là, c'est plutôt le principe religieux qui vous choque. C'est le principe de la laïcité qui n'est pas imposé. Et puis, il y a un troisième sujet dont personne ne parle parce que personne ne veut en parler, ce sont les problèmes sanitaires. Les risques sanitaires qui sont la conséquence de cet abattage sans étourdissement préalable. Ces risques ont déjà fait l'objet de 2 rapports de l'Europe. Ils ont fait l'objet d'un rapport de la Cour des comptes qui n'a pas été rendu public en 2008. Le gouvernement connaît ces risques et il les cache. Moi, un gouvernement qui ment à ce point, je trouve que ça pose un problème fondamental de confiance entre le peuple français et ses représentants. Alors, le gouvernement a réagi en disant maintenant il faut accélérer l'étiquetage de la viande halal. Ça répondrait à l'un de vos soucis. Est-ce que si je ne veux pas de manger de viande halal, je peux être informé? Non, c'est faux, monsieur. Monsieur le maire ne s'est pas du tout soumis à la réclamation de l'étiquetage de la viande halal. Non, ça n'est pas vrai. Ça, c'est la promesse de Nicolas Sarkozy, mais cette promesse-là, elle a déjà été faite par Nicolas Sarkozy, et même auprès de Brigitte Bardot dans un courrier. Il lui a promis de faire appliquer la loi, et il n'en a strictement rien fait, parce que je crois, et ça c'est le fond du problème, que le gouvernement est terrorisé par le fait que l'on l'accuse de discrimination à l'égard de telle ou telle communauté religieuse. Justement, ça veut donc dire que tout le monde Fillon doit se soumettre à l'idée de manger halal sans le savoir, tout simplement parce que le gouvernement a peur de froisser une minorité. Et la majorité dans tout ça... Sauf que François Fillon, il a pris le risque, lui, parce qu'il a dit, il a parlé d'abattage rituel des animaux, des traditions ancestrales d'abattage rituel qui ne correspondent plus à grand-chose. Ça a suscité beaucoup de polémiques dans la communauté musulmane ou juive, d'ailleurs. Oui, il a pris ce risque, lui. Mais il se trompe de débat. Monsieur Fillon, il porte un jugement sur les religions. Moi, je ne porte pas de jugement sur les religions. Je dis, la loi française, c'est qu'on n'égorge pas à vif des animaux. Aujourd'hui, plus de 50% des animaux abattus dans notre pays sont égorgés à vif sans étourdissement. Voilà. Et font l'objet du versement d'une taxe à des mosquées. Je vous signale que l'imam Chalgoumi, l'imam de Drancy, avait dénoncé lui-même ce rite halal en disant qu'il finançait les frères musulmans et un certain nombre de mosquées qui sont tenues par des pays étrangers. Ça pose un problème de fond. Ça n'est pas un problème anecdotique. C'est un problème, encore une fois, de fond. Vous imaginez bien que la campagne électorale ne peut pas tourner qu'autour de ça. Mais pourquoi tournerait-elle qu'autour de cela? On en parle beaucoup. On se demande même, c'est quoi la prochaine polémique? C'est quoi votre prochaine polémique? Monsieur, pourquoi est-ce qu'on en parle? On en parle parce qu'on ment.
On en parle parce que quand j'en ai parlé, le gouvernement a menti par l'intermédiaire de M. Le Maire. Que M. Le Maire a osé dire aux Français, il n'y a que 12% de la viande. Or, il y en a 50%. Et ce mensonge-là aurait dû entraîner, monsieur, la démission de M. Le Maire de son poste. Parce qu'un ministre qui vient yeux dans les yeux mentir aux Français sur un sujet aussi important que celui-là, eh bien, devrait, à mon avis, quitter le poste qui est le sien. Alors, on parlait tout à l'heure de vos 500 signatures. On va y revenir maintenant avec Jérôme Derville, chef du service politique de France 3. Bonjour Jérôme. Bonjour Francis. C'est notre feuilleton de la campagne, ça. Marine Le Pen aura-t-elle ou non ses 500 signatures? Oui, le suspense. Moins 15, il en manque 15 aujourd'hui. Elle nous l'a dit tout à l'heure, Ouais. Le suspense continue, ira pas. Alors on a la réponse dans les quelques jours qui viennent, en tout cas avant vendredi, une date fatidique pour le dépôt de vos parrainages. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Une question tout de même. Si d'aventure vous n'aviez pas ces 500 parrainages, que diriez-vous à vos militants et à vos électeurs? Écoutez, je n'ai pas du tout envie de me mettre dans cet état d'esprit. J'ai des centaines de militants qui ont des familles, qui ont du travail, et qui aujourd'hui, alors qu'on est dimanche, sont sur les routes à faire des centaines de milliers de kilomètres cumulés pour aller chercher les parrainages qui nous manquent. Voilà. Donc je ne veux pas me mettre dans cet état d'esprit. Vous avez envisagé cette hypothèse? J'ai bien compris que le système ferait tout pour nous empêcher d'être présents, mais nous avons le peuple avec nous. Et ça me permet d'espérer tout de même que des maires courageux ne se soumettront pas à un système qui est verrouillé par les deux grands partis et qui ne permet en réalité qu'à des gens qui ne représentent que même d'être candidats, comme M. Cheminade, qui semble-t-il n'a pas eu, lui, difficulté à avoir ses 500 parrainages. Vous avez forcément envisagé cette hypothèse. Est-ce que vous donneriez des consignes de vote? Non, mais encore une fois, je ne me mets pas dans cet état d'esprit. Pour l'instant, je cherche, je me bats, je téléphone des heures entières, toute la journée, à des maires pour essayer, parfois réussir à les convaincre. Je pense qu'ils n'arriveront pas, le système n'arrivera pas à avoir notre peau, en tout cas je l'espère. Vous avez cité le nom d'un candidat, Jacques Cheminade, qui a déposé effectivement ses 500 parrainages la semaine dernière. Quand je vois Jacques Cheminade, je me dis qu'il est mieux organisé que vous? Non, il n'est pas un danger pour le système, M. Cheminade. Il ne va pas venir bouleverser le système. Il n'a pas la possibilité d'être au second tour, M. Cheminade. Mais comment a-t-il fait? Il n'a pas de parti politique. C'est pour ça qu'à la limite, ça ne dérange personne qu'il ait ses parrainages. Moi, ça dérange les gens que j'ai mes parrainages. Ça dérange l'UMP, parce que l'UMP craint que je puisse être présente au second tour à la place de M. Sarkozy. Et par conséquent, nous ne sommes pas du tout, effectivement, dans la même situation. Plus vous êtes dangereux pour le système, et plus on va chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais est-ce que vos difficultés, au fond, ce n'est pas aussi le signe que vous n'avez pas réussi totalement à dédiaboliser le Front National? Et quel est le rapport? Vous faites encore un petit peu peur à certains Non, ce n'est pas élus. moi qui leur fais peur, monsieur. C'est le système qui leur fait peur. Le Conseil général qui les appelle pour les menacer de leur supprimer leurs subventions. C'est le président du Conseil régional qui leur dit « Ah, mais est-ce que tu es bien sûr que tu as envie d'accorder ton parrainage à Marine Le Pen parce que ça pose un problème ?» C'est la gauche et l'extrême gauche qui s'amusent à passer des coups de fil anonymes, etc. C'est eux qui font peur aux maires. C'est pas moi. Subissent des moi, les pressions. maires, ils n'ont pas du tout peur de moi, croyez-moi. Et pour un grand nombre d'entre eux, d'ailleurs, très probablement, ils participeront de mes électeurs, d'ailleurs, parce que dans la ruralité, on a enfin compris que le système UMPS est en train de tuer la ruralité, est en train de tuer les petites communes, et que le seul moyen de pouvoir voir revivre nos communes françaises, c'est justement de choisir le projet national de Marine Le Pen. On entend bien, vous renvoyez dos à dos Nicolas Sarkozy, François Hollande. Toutefois, j'ai une question. Qu'est-ce qui serait le plus grave à vos yeux pour la France, un Nicolas Sarkozy réélu président ou un François Hollande élu président? Mais excusez-moi d'être obligé de vous dire que ce sont les mêmes. Je veux dire, c'est la droite financière, c'est allié à la gauche financière. Il n'y a plus de vraie gauche, il n'y a plus de droite traditionnelle, tout cela a disparu. Il n'y a plus qu'une droite et une gauche soumises intégralement à la dictature de la finance, soumises totalement à la dictature des minorités, qui aujourd'hui imposent leurs règles dans notre pays face à des hommes de droite et de gauche qui sont complètement à plat ventre devant ces revendications. Et donc, je veux dire, il n'y aura pas de changement. Ils pensent la même chose sur toute une série de sujets, l'Europe, l'euro, les plans de renflouement, l'immigration, etc., etc. Je voudrais vous faire écouter une séquence. C'est l'un de vos adversaires. C'était un meeting qu'il a tenu à Rouen la semaine dernière. C'est un peu votre meilleur ennemi. Marine Le Pen, est-ce que vous reconnaissez au moins une chose à Jean-Luc Mélenchon? C'est un petit peu la révélation de cette campagne. Il remplit les salles.
Mais pourquoi il remplit les salles? Parce que le Parti socialiste est absolument transparent, parce que le Parti socialiste n'a strictement plus rien à dire, parce qu'en toutes circonstances, le Parti socialiste est tétanisé de peur qu'en levant le petit doigt, il perde des électeurs. Donc on ne sait même plus d'ailleurs ce que pense monsieur Hollande. Si, on sait très bien, en l'occurrence, qu'il est allé rassurer les banquiers de la City pour leur dire qu'en 15 ans de socialisme, on avait ouvert les marchés à la finance, qu'on avait libéralisé la finance, etc. etc. C'est pour ça que M. Mélenchon monte dans les sondages. Il y a un effet Mélenchon, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un effet Marine. Mais excusez-moi, enfin, M. Mélenchon, il est à 8%, donc d'accord si ça peut vous faire plaisir, parce que manifestement, ça a l'air de vous faire plaisir qu'un homme qui menace de mort une autre candidate, parce qu'il y a même eu des menaces de mort, il n'y a pas eu seulement une succession d'injures. Je vois qu'aujourd'hui, il s'en prend pas seulement à moi, mais aussi aux enfants et aux petits-enfants. Il va faire quoi? Il va faire quoi, M. Mélenchon? Vous l'avez accusé de menace de mort? Oui, il a menacé de mort, oui. Il a dit, je crois, qu'il voulait abattre la vermine fasciste. Alors, excusez-moi, mais cet homme est dangereux. Voilà, vous vous sentez visé quand il parle de vermine fasciste? Oui, mais c'est à moi qu'il s'adresse, monsieur, parce que dans son discours, il s'adressait à moi. Oui, ne soyez pas, je veux bien que vous fassiez les naïfs, mais Dieu merci, les Français ne le sont pas. Bon, cet homme use de la violence, il est quelqu'un de dangereux, et je pose la question, quel sera son rôle si M. Hollande est élu dans le gouvernement de M. Hollande? Cet homme-là, qui vient défendre les pires excès du communisme, les pires excès du trotskisme, qui use encore une fois d'une violence permanente, il sera où dans le gouvernement de M. Hollande? Et est-ce que les Français ont envie de cet homme-là comme éventuellement ministre de la République française? Marine Le Pen, une autre question, vous parliez de François Hollande. Il a proposé hier, face à un public d'outre-mer, de supprimer le mot « race » de la Constitution. Je rappelle que dans la Constitution, il est écrit « La République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Est-ce qu'il faut supprimer ce mot « race » dont plusieurs spécialistes estiment qu'effectivement, il ne veut rien dire? Mais je veux dire, la proposition de M. Hollande, c'est vraiment... C'est absurde. S'il n'y a plus de race, il n'y a plus de racisme, alors. Bah, tant mieux. Ah, parce que vous croyez... Ah, mais vous êtes comme les socialistes, vous pensez qu'il suffit de supprimer un mot, et puis comme ça n'existe plus. Ça s'appelle de l'utopie, ça. Voilà, donc moi... Et puis moi, je vais vous dire une chose. Hein. Derrière cette proposition, il y a une sorte d'accusation à l'égard de ceux qui ont rédigé notre Constitution française. Est-ce que vous croyez sincèrement que ceux qui ont rédigé notre Constitution française étaient des racistes? Est-ce que vous croyez que le général de Gaulle était raciste? Parce qu'elle est là, l'accusation de M. Hollande. Et je pense que tous ceux qui sont ainsi, en sorte, condamnés par cette proposition, jugeront assez durement les propos de M. Hollande, qui, nonobstant le fait qu'ils sont absurdes et contre-productifs, sont en plus assez injustes à l'égard de nos constituants. Jérôme, merci d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche. On va accueillir maintenant Catherine Matoche pour le point sur l'actualité à la mi-journée. Bonjour Catherine, et de l'actualité de la politique évidemment. Oui, bonjour Francis, bonjour Marine Le Pen. Marine Le Pen, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, est-ce que ce meeting peut marquer un tournant dans sa campagne, dans la campagne? Écoutez, clairement, cette débauche de moyens vise plus à convaincre les médias que les Français en réalité. C'est toute l'erreur d'ailleurs stratégique de Nicolas Sarkozy qui s'est détourné du peuple en espérant, en tablant uniquement, si vous voulez, sur les médias. Je voudrais juste que les téléspectateurs se rendent compte d'une chose, ce meeting, 700 bus, 10 TGV, 3 millions d'euros. M. Sarkozy va dépenser pour ce meeting en quelques heures ce que j'ai moi-même dépensé en 10 mois de campagne. Ça permet de voir un petit peu le combat du pot de terre contre le pot de fer. En bref. Marine Le Pen, pour ou contre? Deux questions. Un pour ou contre d'abord pour tenter d'y voir clair. Il y a un mois et demi sur ce plateau, Jean-Marie Le Pen défendait l'idée de la retraite à 65 ans et vous veniez de dire quelques jours avant que vous n'étiez pas contre la retraite à 60 ans, notamment pour ceux qui avaient travaillé longtemps. Vous êtes pour ou contre la retraite à 60 ans? Je suis pour l'âge légal à 60 ans avec 40 annuités pour une retraite pleine. Et je dis aux Français, ne vous soumettez pas à l'escroquerie qui consiste à vous faire croire que nous n'en avons pas les moyens. Nous en avons les moyens. Le tout, c'est qu'il faut que nous récupérions notre argent auprès des grands marchés financiers, des institutions financières qui nous l'ont volé depuis 30 ans. Nous avons les moyens de notre système de protection sociale. Il y a quand même
une condition, c'est que ce système de protection sociale soit réservé aux Français et qu'on arrête de prendre en charge toute la misère du monde. Mais à cette condition-là, nous avons la possibilité de sauver la retraite à 60 ans. Et puis Nicolas Sarkozy propose d'élargir la possibilité d'ouvrir les magasins le dimanche. Vous savez que la loi a déjà été assouplie. Pour ou contre l'ouverture des magasins le dimanche? Mais tout est donc à vendre et tout est acheté. Tous les jours de la semaine, nous devons être des producteurs ou des consommateurs. Ça n'est pas notre culture. Donc vous êtes plutôt contre l'ouverture des magasins dimanche? Sauf quelques exceptions qui sont déjà prévues par la loi, je suis contre cette généralisation parce que je pense que tous les jours de la semaine, on ne peut pas être consommateur, encore une fois, ou producteur. Il y a aussi une vie de famille, il y a aussi une vie amicale, il y a aussi autre chose que d'acheter, d'autant que économiquement, ça n'a pas de sens, puisqu'on sait très bien que ce qui est acheté le dimanche ne l'est plus le lundi ou le mardi. Donc alors, ça n'entraîne pas un surcroît. Ce qui est plus important, monsieur, c'est surtout de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Ça, c'est essentiel. Et pour ça, j'ai fait une proposition. J'ai proposé une baisse immédiate de 5% des tarifs du train, de l'électricité et du gaz, immédiatement, parce que les entreprises font des bénéfices qui leur permettent de baisser ce coût. Il faut qu'ils baissent. Vous demandez cette baisse des prix? Voilà, des prix du billet de train, encore une fois, de l'électricité et du gaz. Et j'avais déjà demandé 20% de baisse des taxes sur l'essence parce que les Français n'en peuvent plus, et particulièrement, il faut bien le dire, dans la ruralité, où bien souvent on ne peut pas se priver de sa voiture. Et en contrepartie, une taxation exceptionnelle sur les grandes compagnies pétrolières et gazières. Je vous rappelle, juste pour mémoire, que Total a fait 12 milliards de bénéfices cette année. Alors ça va nous amener à parler des services publics en panne, dit-on parfois. Vous savez, on parle de TGV bloqués, de trains qui ne marchent plus, des RER qui n'arrivent plus à l'heure. Ça fait partie du quotidien des Français, des galères qui polluent le quotidien donc. Vous allez voir quelques états d'âme. Les Français en colère, les trains qui n'arrivent plus à l'heure, c'est un peu votre fonds de commerce, ça aussi? Oui, mais ils ont raison d'être agacés et même scandalisés. Écoutez, on paye de plus en plus d'impôts. On paye de plus en plus de taxes. Quoi qu'on en pense, Nicolas Sarkozy en a créé 24 depuis son arrivée au quinquennat. Les impôts locaux explosent. Et les Français s'aperçoivent, et ils ont raison, qu'on a de moins en moins de services publics, de moins en moins de justice, de moins en moins de santé, de moins en moins de police, de moins en moins de services qui fonctionnent correctement. Il y a quand même de quoi être insupporté. Et il faut maintenant avoir des exigences à l'égard de ces entreprises. Par exemple, la SNCF, c'est l'une des dernières grandes entreprises d'État. Est-ce qu'elle doit rester entreprise d'État? Mais alors, on va libéraliser. On a déjà commencé à libéraliser le rail. Chaque fois qu'on libéralise, c'est la catastrophe. D'ailleurs, je vous signale que moi, je vais proposer de rendre son statut d'établissement public à la Poste, parce que la Poste est en voie de privatisation, et que là aussi, permettez-moi de vous dire que ça va être un drame. On a vu ce que ça a donné en Espagne. Tous ceux qui sont à plus de 200 mètres d'une voie principale ne reçoivent plus leurs lettres. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Mais il faut être exigeant. Mais la SNCF, par exemple, qui est une entreprise publique, doit rester publique et doit répondre à un cahier des charges plus précis. Oui, elle doit rester publique, mais elle doit avoir des engagements à l'égard de ses clients. Et je pense que quand on a une demi-heure de retard, c'est pas rien, c'est pas « ah ben pardon, excusez-nous ». Non, il doit y avoir une sanction financière, c'est tout à fait normal. Il a raison, monsieur, il a un contrat avec une société. Il n'y a pas une seule société qui se permet comme ça, de manière récurrente et régulière, de ne pas respecter ses contrats. Alors, ça pose la question aussi de l'entretien du réseau ferroviaire. Et sur quoi faut-il investir? Est-ce qu'il faut d'abord investir dans les lignes TGV, dans les RER? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas tout faire en même temps. Est-ce qu'il faut rénover, créer de nouvelles lignes? Il faut faire quoi? Le problème, c'est qu'on a fait la politique du tout TGV. Tout ça, c'est bien gentil, mais du coup, on est en voie de régression en termes de transport dans notre pays. Il y a toute une série de gares qui sont de moyenne importance, qui sont en train de fermer sous la pression de la rentabilité. Encore une fois, est-ce qu'on doit toujours, en ce qui concerne les services publics, être soumis à la rentabilité? Non. L'objectif n'est pas de faire de l'argent. L'objectif, c'est de permettre à tous les Français d'avoir un égal accès au transport. De la même manière, en matière de santé... Mais ça coûte cher. Est-ce que ça a un coût? Mais on le paye, ce coût. On le paye. Et on le paye cher. On a des impôts qui sont très lourds. Bon, en matière de santé, on fait des hyperconcentrations d'hôpitaux. On ferme des structures moyennes. C'est une erreur. Tout ça pour des raisons de rentabilité. Non. Les personnes âgées qui vivent en campagne, les jeunes couples avec des enfants qui vivent en campagne doivent pouvoir avoir accès à un service d'urgence qui ne soit pas à 2 heures ou à 3 heures de leur habitat. Ou alors on est en voie
On retourne, on recule, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'en matière de service public, on a quand même le sentiment, aujourd'hui, que la France recule. Alors, il y a des économies à faire, faisons-les. Où, par exemple? Par exemple, 70 milliards d'immigration. 70 milliards de coûts d'immigration. Mais non, mais il y a des économies à faire dans notre pays. Par exemple, la gabegie de l'État. Par exemple, les indemnités du président de la République qui s'est augmenté de 173%. Vous voyez, c'est anecdotique, mais quand même, c'est très révélateur. La fraude sociale, la véritable lutte contre ceux qui fraudent, contre ceux qui trichent, contre ceux qui profitent. Je voudrais revenir sur votre proposition. Voilà des économies qui sont urgentes à faire et qui permettraient, parallèlement, de sauver les services publics de proximité. Je voudrais revenir sur votre proposition de baisser de 5% les tarifs du gaz, de l'électricité, de l'eau. Est-ce que le rôle des services publics, c'est d'avoir un rôle social avant tout? Mais c'est de pouvoir permettre l'égalité entre les citoyens. Voilà, l'égalité entre les citoyens. Or, aujourd'hui, il n'y a plus d'égalité. En matière territoriale, il y a une discrimination. Ils adorent ça, hein, nos responsables politiques, le terme de discrimination. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'ils ne s'attaquent pas à la bonne. Les deux vraies discriminations aujourd'hui en France, c'est la discrimination sociale, c'est celle qui fait qu'il n'y a plus d'enfants de paysans, plus d'enfants d'ouvriers dans les grandes écoles, premièrement. Et deuxièmement, c'est la discrimination territoriale, c'est-à-dire que la décentralisation anarchique fait que les grosses régions, les régions riches, eh bien, elles ont des moyens, et les régions pauvres n'en ont plus. Et ça, c'est quelque chose qui est éminemment critiquable et contestable et qui entraîne la désertification d'ailleurs de notre ruralité. Une image pour terminer, une affiche de l'association pour le droit de mourir dans la dignité qui milite pour la légalisation de l'euthanasie en France. On vous voit, vous, sur un lit d'hôpital, c'est évidemment une image truquée, enfin refaite. Hein. D'autres candidats ont été mis en scène de la même façon, il n'y a pas que vous. Est-ce que cette campagne vous choque? Je ne vous remercie pas parce qu'en la diffusant, probablement mes enfants qui sont devant la télévision aujourd'hui l'ont vu. C'était pas le but? Non, c'était pas le but. De toute façon, elle est publique. Hein. C'était pas le but, mais c'est probablement le cas. Ça vous choque, vous? Non, mais non seulement c'est... Oui, bien sûr que c'est choquant. C'est choquant, mais c'est pas tellement pour moi, parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un de solide. Mais ces gens qui cherchent à faire de la publicité à tout prix, le coup de com' à tout prix, le buzz à tout prix, oublient qu'on a aussi une certaine conception de l'homme et de la femme, et que, contrairement à ce qu'ils pensent, les hommes politiques aussi sont des hommes et des femmes. Nous aussi, on a des familles, et que ce type d'image est juste insupportable. Et l'euthanasie active, le droit d'aider une personne en fin de vie qui le souhaite à mourir, est-ce que vous pensez que de ce point de vue, il faut changer la loi? Non, monsieur, je crois que la loi Leonetti est une bonne loi. Et pourtant, vous voyez, monsieur Leonetti n'est pas du Front National. Moi, je ne suis pas dogmatique, c'est une bonne loi. Mais c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas assez mise en œuvre et qu'elle n'est pas assez diffusée dans les différents établissements hospitaliers qui s'occupent de la fin de vie. Merci Marine Le Pen d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche ce midi. Bon après-midi, je vous retrouve ce soir à 23h45 pour Soir 3. Merci, bon après-midi.